Bonjour à tous. Dans cette vidéo, il y aura la correction de deux exercices. Ouais, de deux exercices. Donc, l'exercice 42, page 124. On va commencer par lui. 42, page 124. L'exercice 42, page 124. Alors, on vous dit d'abord, on considère deux droites D et D' séquentes en un point O. Donc, séquentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent. Donc, moi, j'ai décidé de les tracer comme ça, mais elles peuvent se couper de plusieurs manières différentes. Donc, voilà. On va les tracer. Voilà. Elles sont séquentes. Alors la caméra va un peu bouger pendant un petit moment, mais ça c'est parce qu'il y a mes mains qui passent devant. Donc malheureusement, le zoom de la caméra il va essayer de chaque fois s'adapter. Voilà, ça c'est deux droites qui sont séquentes en haut. Alors j'ai pas écrit haut, mais je vais l'écrire après. Donc là c'est D et l'autre c'est D'. Là c'est D, hein. Et l'autre c'est D'. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on met le point A qui n'appartient ni à D ni à D', donc il doit appartenir à aucun des deux. Alors on aurait pu le mettre ailleurs, j'ai décidé de le mettre là, mais on aurait pu le mettre ailleurs. Donc maintenant, on va faire la projetée orthogonale de A sur D'. Donc projetée orthogonale, je vous invite à regarder votre leçon, c'est tout simplement, on projette le point A sur la droite de façon perpendiculaire. Donc voilà, et cette projetée orthogonale, on l'appelle H. Donc on va l'appeler H. On fait aussi une projetée orthogonale sur D', donc de A aussi, donc sur D'. Alors là, ouais, c'était un peu compliqué avec la caméra, donc je vais mettre un peu de temps. Voilà, c'était un peu compliqué parce que ma main passait. Voilà, ça passait en dessous. Voilà. Donc bien sûr, hein, d'habitude on le fait avec le crayon, on le fait de meilleure manière. Là, je suis obligé de... Avec la caméra, c'est un peu compliqué, mais... attendez. Donc là, voilà, la projetée orthogonale, elle est bien faite. Donc en même temps, je vais allonger la droite parce que après on nous dit que la droite coupe aussi l'autre droite, D. Donc là, d'abord, je fais la projetée orthogonale de A qui s'appelle K. Voilà, donc il faut qu'il soit perpendiculaire aussi, hein. Et ensuite, je prolonge la droite qui coupe la droite D et elle le coupera en quoi? La droite à K coupera en B. Donc là, je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Alors là, vraiment, je suis ce qu'on me dit dans l'énoncé, hein. Vraiment, voilà. Donc là, je prolonge cette droite parce qu'elle n'était pas assez longue. Comme ça, elle coupe cette autre droite. Vraiment, voilà, je fais ce qui m'a été dit dans l'énoncé. Je suis vraiment l'énoncé. Donc là, elle coupe la droite D et l'autre coupe la droite D'. Donc réellement, si vous suivez exactement ce qui est écrit dans l'énoncé, c'est ça. Donc voilà, c'est la prolongation. Donc là, ça va donner B, comme a été indiqué dans l'énoncé. Là, bon, ben, c'est K, et ça va donner C. Voilà. Donc là, j'ai vraiment tout fait comme ce qui a été demandé dans l'énoncé. Donc ça, c'est la question 1. La figure a été réalisée. Maintenant, on me dit, dans la question 2, démontrer que les droites AO et BC sont perpendiculaires. Donc voilà, j'ai oublié, là c'est le O, hein, c'est là où ils se croisent. Donc AO et BC sont perpendiculaires. Donc déjà, on va tracer la droite AO. Voilà, je trace bien la droite AO qui part donc de haut et qui descend. C'est très bien. Et ensuite, je trace, bien entendu, la droite BC. Donc, je vais tracer la droite BC, qui est ici. Donc, CB, BC, c'est pareil, hein, c'est pas des vecteurs là. Donc, on trace la droite BC. Et voilà. Donc, en gros, il faut démontrer qu'ici, là, c'est perpendiculaire. Ben, en réalité, il faut se rappeler ce que c'est une hauteur. Une hauteur est une droite qui part d'un sommet
et qui coupe le côté opposé du sommet en faisant un angle droit. Du fait qu'on a tracé, par exemple, celui qui coupait D' en H, comme on disait que c'était la projetée orthogonale de A, donc par sa définition, c'était forcément perpendiculaire. Et comme il va jusqu'au sommet B, donc en fait il part d'un sommet, il coupe la droite D' en étant perpendiculaire. Donc c'est bien une hauteur, puisque le triangle OCB est un triangle. Donc là, c'est bien une hauteur. Le deuxième, pour les mêmes raisons, c'est aussi une hauteur, c'est-à-dire CK, c'est bien une hauteur, parce que c'est une projetée orthogonale de A, donc il est perpendiculaire par sa définition. Et du fait qu'il part d'un sommet, le sommet C, un des sommets du triangle, ça fait de lui aussi une hauteur. Or, ces deux hauteurs se coupent aussi en un seul point. Donc si je trace une autre droite qui, elle, passe par un sommet, le sommet O, qui en plus passe par le point A, c'est parce que ça m'a été demandé de tracer OA, et qu'en plus elle coupe le côté opposé, automatiquement c'est une hauteur. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a qu'une seule droite qui passe par le point OA, c'est la propriété d'une droite. Une droite qui passe par deux points est unique. Et en plus de ça, à part si c'est confondu avec une autre droite, donc, et en plus de ça, elle part d'un sommet et elle coupe le côté opposé. Donc, elle est séquente au côté opposé. Et en plus, elle traverse donc le centre avec les deux autres hauteurs. Donc, automatiquement, elle part d'un sommet, elle passe par le côté opposé, elle traverse le côté opposé, c'est-à-dire elle est séquente avec le côté opposé, et en plus de ça, elle passe par le centre des autres hauteurs, où toutes les autres hauteurs se croisent. Alors, à ce moment-là, c'est forcément une hauteur. Et donc, par la définition d'une hauteur, elle coupe le côté opposé de façon perpendiculaire. Donc c'est pour cette raison que c'est perpendiculaire, parce que tout simplement c'est une hauteur. Donc voilà, il fallait juste prouver que c'était une hauteur, et donc forcément, comme c'est une hauteur, elle coupe le côté opposé, enfin elle est séquente au côté opposé de manière orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire. Donc maintenant, on fait l'exercice 50, page 125. Donc on fait l'exercice 50, page 125. Donc l'exercice 50, page 125, c'est aussi de la géométrie, un peu différente. Alors là, cette fois-ci, la question 1, c'est calculer le diamètre d'une balle de tennis. Bon, déjà, on va revoir les formules que vous devez connaître par cœur. Donc la formule de l'aire d'un disque, c'est pi fois r carré. Je vous invite à essayer de comprendre pourquoi. Je l'avais déjà montré en classe, parce que finalement, on peut le transformer encore en rectangle, et on connaît l'aire d'un rectangle. Ensuite, il y a la formule du périmètre. Donc là, c'est 2pi fois r. Ça aussi, je vous invite à bien regarder pourquoi, et vous allez très vite comprendre, c'est très très logique. Je l'avais déjà montré aussi en classe. Donc, voilà, le périmètre donc, d'un cercle, c'est 2pi r. L'aire d'un disque, c'est pi r carré. Donc là, en fait, calculer le diamètre d'une balle de tennis, bon, ben déjà, premièrement, on sait qu'on arrive à mettre les balles de tennis dans un cylindre. Donc là, je vous dessine le cylindre. On arrive à mettre 4 balles de tennis. Donc comment on fait pour connaître son diamètre? Ben, le diamètre, en fait, c'est exactement ce qui traverse totalement, c'est le 2 fois le rayon, hein, c'est ce qui traverse totalement le cercle, le disque. Donc là, si on peut en mettre 4, et qu'on voit que le cylindre fait 26 cm, donc en fait, c'est chaque diamètre mis bout à bout finalement. Donc c'est 26 cm divisé par 4. Et à ce moment-là, on connaîtra le diamètre. Donc c'était ça la méthode pour pouvoir le retrouver. Oui, j'ai voulu le poser, mais finalement, on peut le faire différemment. Parce que si je le pose, vous ne verrez pas comment j'ai fait. Donc j'ai préféré l'écrire différemment. 26, c'est quoi? C'est 2 fois 13. Là, c'est 2 fois 2. On barre les 2. 13, c'est un nombre premier. 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Voilà. Donc là, la première méthode, c'était celle-là. Donc, il y en a peut-être d'autres, hein, mais bon, c'était la plus simple à mon sens. Donc, le diamètre de la balle de tennis fait 6,5 cm. Ça, c'est le diamètre de la balle de tennis. Maintenant, pour la question 2, en déduire le rayon de la boîte. Ben, c'est pareil. Moi, j'ai tracé les diamètres en hauteur, mais c'est le même diamètre aussi en largeur pour chaque balle de tennis, puisque c'est des sphères.
Donc, c'est aussi le diamètre du cylindre. Le cylindre, en fait, hein, c'est une sphère, c'est un tube, mais sa base, c'est une sphère. Donc, c'est le même diamètre. Donc, c'est le même diamètre. Donc, pour le rayon, on a juste à diviser par 2. Le rayon n'est que la moitié du diamètre. Donc, c'est 3,25 cm. Donc, le rayon de la boîte, c'est 3,25 cm. Pareil, hein, si vous avez du mal avec ça, refaites le dessin. Faites le dessin du cylindre, mettez les cercles dedans qui représentent les balles, et vous comprendrez, en fait, regardez, là, je vous le remontre. 1, 2, 3, bon, j'augmente 4. Là, en fait, au lieu de le regarder comme ça, ben, je le regarde maintenant comme ça. Donc forcément, c'est aussi le diamètre c'est aussi le diamètre de la boîte. Et donc, on peut retrouver son rayon, finalement. Donc, maintenant, la question 3. Calculer le volume de la boîte. Alors, il faut se rappeler de la formule du volume d'un cylindre. C'est tout simplement l'air du disque multiplié par la hauteur. Bon, on comprend quand même facilement pourquoi. On prend l'air du disque et puis après on le multiplie par la hauteur. C'est comme ça qu'on a le volume. Donc l'air du disque, c'est ce que j'avais écrit plus haut. Donc l'air du disque, j'avais écrit plus haut. C'est pas où il y avait écrit le D, hein, c'est ce que j'avais écrit plus haut. Donc l'air c'est pi fois r carré. Et ensuite, donc R, on sait que c'est 3,25, c'est le rayon. Donc c'est 3,25 au carré. Donc la hauteur, c'est combien? Ben, c'est les 26 cm qu'on nous a donné. La hauteur dans les consignes. Donc c'est les 26 cm. Donc finalement, le rayon, c'est 3,25. Donc c'est bon. Donc on a quoi? La formule, c'est le volume, c'est donc l'air multiplié par la hauteur, qui est égal à finalement à pi fois r carré multiplié par la hauteur, qui est égal à pi fois, alors r carré c'est 3,25 au carré multiplié par la hauteur, c'est-à-dire multiplié par 26. Donc là c'est égal à, bon là il faut faire juste le calcul, hein, ou à la calculatrice, donc ça fait environ, parce qu'il y a pi dedans, donc c'est forcément environ, ça fait environ 862 cm3. Alors rappelez-vous, hein, c'est des centimètres cubes parce qu'on multiplie des centimètres par des centimètres et encore par des centimètres. Comme il y a 3 fois des centimètres qu'on multiplie par des centimètres, donc ça fait des centimètres cubes. Et puis le volume, c'est en cubes. Mais voilà, je vous expliquais pourquoi c'est en cubes. Maintenant qu'on a fait la question 3, on va faire la question 4. Donc c'est calculer le volume d'une balle de tennis. Donc calculer le volume d'une balle de tennis. Donc c'est égal. Alors le volume d'une balle de tennis, c'est exactement finalement la même chose. Alors ça, c'est la formule du volume d'une sphère. C'est 4 sur 3 fois pi fois r cube. Bon là, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer pourquoi, mais c'est une formule qu'il faut connaître par cœur. Donc, vous avez R qui est égal à 3,25, puisque de toute façon, c'est le même rayon que le cylindre. Donc, bon, 4 sur 3, c'est une constante, donc c'est ici, fois pi, fois, alors là j'écris 4 sur 3, mais non, hein, c'est 3,25 puissance 3. Voilà, donc on va l'écrire. Je vais changer ça. Je vais changer ça. Donc c'est 3,25 puissance 3. Voilà. Voilà. Donc là, on fait maintenant le calcul. Bon, ben la calculatrice. Donc c'est à peu près égal, parce que c'est à peu près égal déjà du fait qu'il y a pi. Et puis même 3,25, c'était une valeur approximative. 143,80 cm. Donc 143,8 cm. Donc ça, cube, centimètre cube. Donc ça, c'est le volume d'une balle de tennis. Donc maintenant, on déduire le volume de l'espace vide. Bon, ben c'est très simple. On prend le volume du cylindre, on le soustrait au volume des balles de tennis multiplié par 4 parce qu'il y en a 4. Et puis après, ben, on verra qu'il y a une différence et cette différence, c'est l'espace vide. Forcément, les balles de tennis, elles ne vont pas remplir totalement l'espace, sinon on ne pourrait même pas les mettre. Et aussi parce que voilà, du fait qu'elles sont en forme de boule, de sphère, forcément, il y aura de la place entre elles. Elles ne vont pas s'imbriquer totalement.
Donc, en faisant ce calcul, on tombe sur 286,83 cm3. Et donc, alors c'est pas mètre, hein, c'est centimètres cubes. Je sais pas pourquoi j'ai mis mètre. C'est des centimètres, hein, centimètres cubes, sinon ce serait énorme. Centimètres cubes. Donc voilà, c'est la place qu'il y a à l'intérieur du cylindre et que les balles de tennis tout simplement ne peuvent pas prendre. Donc là, je le montre. Là, voilà. Donc là, si j'en fais un autre et encore un autre, toute la place qu'il y a à l'intérieur, là, la place qu'il y a à l'intérieur, là. Voilà. Tout ce qu'il y a, alors tout ça, c'est 862. Dedans, c'est 143,8 pour chaque balle de tennis. Et ce qu'il y a dans la place qui est vide, c'est 286,83 cm3. Voilà, donc en fait, vous avez vu, juste avec une seule information, finalement, on peut retrouver tout ce qu'on veut.